Éducation, on va en parler avec une des rares réalisations européennes à faire pratiquement l'unanimité, Erasmus, qui a fêté ses 30 ans le 9 janvier dernier. On l'évoquait il y a une quinzaine de minutes avec Simon Cortet. Erasmus, depuis sa création, ce célèbre programme d'échange a permis à 3,3 millions d'étudiants de voyager et d'étudier à travers l'Europe. Aujourd'hui, ce sont plus de 33 pays qui y participent, dont évidemment la Suisse. La mobilité estudiantine, c'est l'un des thèmes qu'on aborde ce matin avec notre invité, Nicolas Sadirac. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans notre studio parisien jusqu'à 8h. Vous êtes le directeur général de l'école 42 à Paris, école fondée et financée, je le précise, par Xavier Niel, qu'on connaît bien, et désormais école internationalement reconnue pour son modèle de formation original. On vient s'y auto-former gratuitement dans votre école aux techniques du numérique. Vous êtes, Nicolas Sadirac, d'ailleurs de retour du Forum de Davos où vous aviez été invité pour évoquer l'avenir de l'éducation. Alors, on y est dans cet avenir-là. C'est Erasmus, toujours et encore, qui dure depuis 30 ans. Mais bon, 3,3 millions de personnes qui en ont participé. On peut se dire que c'est à la fois beaucoup et à la fois très peu parce que ça fait seulement 4% des étudiants qui ont effectué un séjour à l'étranger. Est-ce qu'on doit en conclure que la mobilité reste le privilège d'une élite ? Tout à fait. Enfin, je pense qu'il est regrettable qu'en effet qu'il y a si peu d'étudiants qui effectivement aient utilisé ce dispositif, d'autant que en tant qu'éducateur, on constate que les jeunes qui voyagent progressent énormément, s'ouvrent et ont beaucoup plus de perspectives. Et d'ailleurs, dans une des formations que je dirigeais précédemment, on l'a rendu obligatoire de passer au minimum un semestre à l'étranger, parce que c'est vraiment un changement très profond. De même que on a aussi un deuxième enjeu, je pense que c'est le fait qu'on peut voyager dans son pays aussi, parce qu'en fin de compte, on est très siloté dans les formations, et le fait d'ouvrir à d'autres cursus et à d'autres perspectives est aussi un acte important, qui est, à mon avis, plus facile à mettre en œuvre pour les raisons économiques, et aussi plus facile à gérer. Parce qu'en fin de compte, de mon point de vue, la problématique, elle n'est pas tellement ni matérielle, ni logistique. Pas une question d'argent pour vous ? Bon, bien sûr, l'argent joue, mais il y a des solutions. On a des étudiants d'à peu près tous les milieux, et ils trouvent des solutions, des échanges d'un étudiant qui vient en France, qui prête son appartement à celui qui vient dans l'autre pays. Enfin, il y a toujours des solutions. Le problème, il est souvent culturel, il est souvent de franchir le pas, parce qu'on a des petites peurs, parce qu'on a des problèmes tout bêtement de logistique, on a sa copine qui est là, on a ses parents. Enfin, il y a tout un tas de petits freins qu'il faut arriver à passer, et effectivement le rendre pas forcément obligatoire, mais au moins le valoriser, c'est-à-dire expliquer que finalement, moi, aujourd'hui, on a une équivalence de crédit, mais je pense qu'on n'a pas de crédit de voyage. C'est-à-dire, on ne dit pas aux étudiants, voyager en tant que tel, ça apporte, ça contribue à votre formation. On dit, vous pouvez vous former ailleurs, mais on leur dit pas, ça contribue à. Ce qui est un peu dommage, parce que dans la réalité, ça contribue certainement plus que beaucoup de choses. Et vous l'avez dit, c'est pas qu'une question d'argent, peut-être même pas une question d'argent, mais une question de culture aussi. On a l'impression que les pays anglo-saxons, les pays scandinaves connaissent depuis longtemps ce qu'on appelle l'année de césure. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas répandu, en tout cas pas en Suisse et pas en France non plus. Non, c'est le constat que vous faites. Tout à fait. Et pourtant, il y a beaucoup de structures qui ont mis des dispositifs en place du point de vue pédagogique, et ils sont très peu employés parce que culturellement en France, par exemple, un étudiant qui va finir son cursus avec un an de retard du fait qu'il a passé une année de césure va être moins bien vu qu'un étudiant qui aura fait son cursus de façon linéaire. Donc ça, c'est purement culturel, parce qu'il n'y a aucune raison à ça, mais ça reste dans l'idée des gens, le fait de se dire, tiens, il a une année de retard, alors qu'en réalité, il a passé une année peut-être à voyager qui lui a apporté 10 fois plus que l'année qu'il va faire après. Mais pourquoi ? Parce qu'on prend ça comme du bon temps, parce que comment on explique ça ? C'est vrai que c'est totalement paradoxal, quelqu'un qui n'a pas voyagé et serait mieux vu que quelqu'un qui a voyagé. Ouais, on a une vision qui effectivement, c'est des vacances, c'est pas du vrai travail. Et puis on a un rapport qui est quand même un peu compliqué à la formation, qui est un rapport d'effort. C'est-à-dire que ça doit être pénible. Moi, je l'entends assez couramment, parce que à 42, il n'y a pas de contrainte. L'étudiant peut faire les choses à sa vitesse. Et j'entends souvent des professeurs qui me disent, mais si on n'oblige pas l'étudiant, il va rien faire. Si c'est pas dur, si c'est pas pénible, entre guillemets, ça n'a pas de valeur. Et ça, c'est quelque chose qui est très spécifique. Alors que, en tout cas de mon point de vue, on apprend bien que dans le plaisir, que dans la joie, que dans la nouveauté, que dans quelque chose qui apporte de la créativité. Alors que le côté pénible et le côté très structurant, finalement,
il est aujourd'hui. Alors, il a l'avantage effectivement de discipliner, de structurer, mais il a le désavantage de rendre les gens beaucoup plus standards et casaniers. Et on a cette espèce de réflexe qui est de dire, si l'étudiant il voyage, il s'amuse, quoi. Il n'est pas en train d'apprendre. Oui, on est et vous êtes comme éducateur confronté à ce qu'on appelle la génération Y, voire même la génération d'après, probablement Z, si l'on en croit la notation. Est-ce que ça marche, ce côté laxiste en apparence, c'est-à-dire on apprend dans le plaisir, pour autant que les résultats suivent? Est-ce que c'est pas une génération, quand on l'observe, qui a pas besoin d'être un peu cadrée quand même? Je vous pose la question et voilà, on attend la réponse sous forme de témoignage d'un éducateur que vous êtes. Est-ce que c'est vraiment une génération qui s'épanouit dans le champ de la liberté et du plaisir, ou est-ce qu'il faut la cadrer quand même un peu? Alors, moi, je ne peux pas répondre pour la génération, parce que moi, j'ai que 3000 étudiants, donc c'est... c'est quand même pas mal. Il y a quand même des structures beaucoup plus grosses. Et en plus, je pense que nos étudiants sont quand même assez spécifiques, parce que notre travail à nous, c'est de former exactement les gens qui vont inventer le numérique de demain. Oui. Donc des gens qui ont première qualité, l'innovation, donc la créativité, donc une forme de liberté. Néanmoins, on a quand même des partenariats aujourd'hui avec une trentaine d'institutions, des partenariats forts, et on côtoie à peu près une quarantaine. Et je pense vraiment que cette génération aujourd'hui a investi cette notion de plaisir. Pas par laxisme, comme on dit, mais parce que finalement, on a un peu enlevé le sens des choses. Et donc, elle retrouve du sens dans son sens propre à elle. C'est-à-dire qu'elle a du mal à accepter le sens qu'on lui impose de l'extérieur en disant « tu fais comme la génération précédente, donc ça va bien se passer ». Parce que finalement, on voit bien que ça se passe pas bien. C'est-à-dire que le fait de suivre le chemin classique n'est pas une garantie de réussite ou une garantie de bonheur. Donc, elle essaie de fabriquer ses propres sources, et ses propres sources, c'est effectivement son plaisir propre. Donc effectivement, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a une génération qui a une volonté de prendre du plaisir dans ce qu'elle fait, et que ce plaisir soit contributif. C'est-à-dire que c'est un plaisir qui est égoïste mais collectif. C'est-à-dire qu'il faut que ce plaisir s'inscrive dans un écosystème. Vous voyez, c'est un peu comme l'entrepreneuriat social. On veut gagner de l'argent, mais on veut gagner de l'argent dans un système qui est pas au détriment du tiers. Oui. Donc là, c'est pareil, on est dans un plaisir qui est le plaisir d'être ensemble et de ensemble contribuer à quelque chose. Alors, vous l'avez dit, votre école, l'école 42, est assez particulière, on s'y auto-forme, on n'y vient pas nanti d'un grand cursus, il y a des tests et ensuite on s'y épanouit, ou pas, peut-être certains ne s'y épanouissent pas. Est-ce que ce modèle-là, à votre avis, est reproductible pour d'autres types d'écoles plus traditionnelles, d'autres universités, dans d'autres grandes écoles? Il faut, à vous entendre, il faudrait casser le modèle traditionnel de ce savoir de grand-papa un peu automatisé, scolaire, oui, il faut bien lancer le mot. Est-ce que c'est adaptable à d'autres structures? Alors, je pense que c'est globalement adaptable et ça sera nécessairement adapté. Il faut comprendre qu'une bonne partie du système éducatif a pour vocation non pas d'émanciper les gens, mais en grande partie de les discipliner. C'était une tâche assez nécessaire, puisqu'on a eu, pendant très longtemps, on a eu besoin d'une population capable de faire des tâches reproductibles dans des usines, quand je dis usine, c'est pas forcément une usine de pièces détachées, mais même un bureau d'études avec des ingénieurs, ça reste un système productif assez cadré, c'est-à-dire qui va répéter des actions et produire un résultat déterminé. On va de moins en moins avoir ce type de valeur ajoutée, puisque notre industrie, ou même notre ensemble de valeur ajoutée, va être de plus en plus vers la créativité, puisque la partie non créative et va être transmise à des machines, des robots, différentes activités. Il faudra bien des gens pour les construire, ces machines. Il faudra bien des ouvriers informatiques encore. Oui, mais non. Il va falloir des concepteurs, il va falloir des gens pour inventer, pour designer, mais construire, il y a de bonnes chances que ce soit des robots qui le fassent, ou des imprimantes. Vous voyez, imaginez la voiture de demain, tout bêtement. La voiture de demain, il y a de bonnes chances qu'elle soit imprimée par une imprimante 3D. D'accord. Donc il n'y aura même plus besoin de gens pour construire ces voitures-là et ces prochains robots. Ouais. Voilà. Par contre, il y aura besoin de gens pour les inventer, pour les imaginer, parce que l'imagination, elle vient de nous et elle est au rapport à nous, elle est au rapport aux autres êtres humains. Et ça, on n'imagine pas à moyen terme, même à assez long terme, pouvoir le dédier à des machines. Donc on va avoir besoin de plus en plus de gens qui vont imaginer, qui vont adapter, qui vont customiser toutes ces choses-là, beaucoup plus que pour les fabriquer. Donc si vous voulez, la valeur ajoutée va se décaler. De même dans la connaissance, vous voyez, aujourd'hui on a un effort
extrême dans la transmission de connaissances. C'est-à-dire que 80% de l'effort d'un jeune est dans le fait d'acquérir de la connaissance et de la stocker dans son cerveau. Les interfaces entre la connaissance et nous, individus, sont en train d'évoluer de façon très rapide. C'est-à-dire que c'est clair qu'avant, il vous fallait une grande bibliothèque pour connaître tout ce que l'humanité connaissait sur un sujet assez simple. Donc vous aviez des bibliothèques énormes. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous avez accès pratiquement à tout l'ensemble de la connaissance de l'humanité. Donc le rapport est totalement différent. Ouais. En plus, une bibliothèque, si vous voulez, c'est compliqué parce que il faut savoir où chercher. Avec votre smartphone, vous avez un moteur de recherche qui vous donne un résultat extrêmement rapide. Alors après, il y a des défauts, il y a une autre façon de travailler, mais on voit bien qu'on change au rapport. Ça veut dire qu'on va passer moins de temps à stocker et à formater son cerveau pour stocker, ce qui est complexe. Notre cerveau, il n'est pas fait pour stocker de la connaissance abstraite, c'est difficile pour lui, et on va passer plus de temps à être capable de relier cette connaissance et la rendre active. Mais on est dans une mutation très forte. Mais le bachotage qu'on doit, parce qu'il est nécessaire de subir peut-être dans les classes inférieures, au primaire, etc., apprendre une langue, apprendre du vocabulaire, apprendre de la grammaire, toutes ces choses-là, par exemple, il le faudra encore. Une langue, ça s'apprend sans bachoter. Une langue, vous partez. Moi, par exemple, j'ai étudié aux États-Unis en ne parlant pas du tout anglais. On apprend naturellement, un enfant, même un jeune adulte, même un adulte, apprend la langue sans bachoter. Le bachotage est un truc totalement artificiel et totalement non naturel. Vous remettez en cause tout le modèle, là. Hein. C'est pas que je remets en cause tout le modèle. Le bachotage, il était nécessaire. Vous avez besoin d'apprendre une langue sans voyager. Là, il n'y a pas d'option. Vous devez bachoter. Oui. Si vous n'êtes pas capable de vous confronter à des gens de la langue, à vous immerger... Mais tout le monde ne le peut pas. Hein. Mais, oui, ça, c'est un problème. Alors, tout le monde ne le peut pas, c'est pas si sûr que ça. Demain, on sera peut-être capable, avec un système de réalité augmentée, de vous plonger pendant une semaine dans un milieu d'une autre langue. D'accord. On peut pas aujourd'hui. Donc effectivement, ces systèmes qui sont mis en place répondent à deux problématiques. Elles répondent à la problématique de la technologie qu'on avait au moment où ils ont été mis en place et à un problème de massification. C'est-à-dire qu'il fallait traiter beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on bachote. À l'origine, vous appreniez les langues, vous appreniez l'anglais avec un précepteur anglais qui venait vous parler. Vous alliez en voyage, vous voyez, c'est différent. Maintenant, quand on s'est retrouvé à devoir former toute une génération à l'anglais alors qu'ils ne pouvaient pas voyager, bah oui, il fallait bachoter. Là, il n'y avait pas d'option. Mais si vous voulez, ce sont des moyens dégradés par rapport à notre système naturel d'apprentissage. L'être humain est fait pour apprendre, mais il est fait pour apprendre dans un système motivant. C'est-à-dire que notre cerveau, il est extrêmement bien fait. C'est que d'une façon générale, quand on a vraiment envie de faire quelque chose et qu'on en a vraiment besoin, il se structure pour y arriver. C'est la méthode anthroposophe développée par Rudolf Steiner il y a un siècle au fond. Il avait inventé ça un siècle avant tout le monde. Voilà, et puis en plus, on n'a pas besoin d'inventer. C'est la méthode naturelle d'apprentissage. Ouais. On a toujours fait ça depuis la nuit des temps. Quand on apprend par nécessité, notre cerveau se structure en faisant des hypothèses et en voyant lesquelles réussissent. C'est un système qui est assez standard. Il n'y a rien de nouveau dans l'histoire. Après, là où on l'a perverti, c'est dans la nécessité de former vite beaucoup de gens avec des moyens qui ne sont pas, qui sont pas infinis. Quand vous avez effectivement 30 garçons ou 30 jeunes dans une salle et qui ont besoin d'apprendre un truc et que vous n'avez qu'une seule ressource, forcément vous êtes obligé de dégrader. Quels sont les résultats de votre école 42 ? Elle existe depuis 3 ans. Est-ce que les jeunes en sortent contents, engagés par les entreprises ? Est-ce que la courroie de transmission fonctionne bien ? Alors aujourd'hui, les résultats sont bien au-delà de nos expériences. Donc effectivement, tous les jeunes trouvent du travail longtemps avant de sortir. Je pense que c'est la chose dont je suis le plus fier, c'est que beaucoup de gens qui visitent notre école nous disent c'est formidable parce qu'on voit que les jeunes sont heureux. Et je pense que c'est le principal. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment qu'on ne peut pas développer la créativité, la capacité à innover, etc., dans un environnement où on n'est pas profondément heureux. Je crois que notre cerveau, il est, en fin de compte, fait pour inventer des choses quand ça lui procure du plaisir. Donc on est vraiment dans cette logique-là. Donc oui, aujourd'hui, les choses marchent très bien. On a des jeunes qui sont dans pratiquement toutes les grandes entreprises qui sont innovantes aujourd'hui de la planète et on a plein de projets. Et Le Monde, on terminera là-dessus avant de passer à la lecture de la presse et aux commentaires de la presse suisse. Le Monde académique, les milieux académiques français en l'occurrence, comment vous regardent-ils ? Encore un peu de travers, Nicolas Sadirac ? Je ne pense pas qu'ils nous regardent de travers. Ils nous regardent un peu comme un alien. On a des collaborations avec presque toutes les grandes institutions françaises qui marchent très bien. On a des programmes conjoints parce que aussi, moi, je crois beaucoup à la diversité. Donc, je pense qu'il faut mélanger le plus possible. Donc, on essaie de confronter nos étudiants à des étudiants d'art, à des étudiants qui font du commerce, à des étudiants qui font de la menuiserie, de la pâtisserie, de tout. Donc, moi, je crois à la recherche de la diversité. Et aujourd'hui,
Le milieu académique, ça se passe très bien. Du point de vue, alors déjà, du point de vue purement, je dirais, institutionnel, on a, je dirais, on est ultra bienveillant. C'est-à-dire que l'État français, le rectorat, enfin, toutes les instances normales sont très bienveillantes et nous aident. Et du point de vue institutionnel, on a aujourd'hui des initiatives qui fonctionnent bien. Du point de vue même professoral, on a un certain nombre de professeurs. Hier, j'étais avec un professeur de philosophie. On travaille beaucoup de gens sont en train... De toute façon, je pense que beaucoup de gens dans le système éducatif sont conscients qu'il y a une nécessité de changer des choses. Alors après, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qu'il faut changer, mais tout le monde cherche des voies. Après, on ne dit pas qu'on a la voie universelle, bien sûr, mais aujourd'hui, je pense qu'on a un système qui a été très longtemps très rigide, et le fait d'apporter de la souplesse, et rien que le fait de se dire on va pouvoir faire différemment, et en soi une source de richesse très formidable, très importante, parce que ça libère plein d'énergie.